qui compte dans un restaurant, comme je l'ai déjà dit, c'est des produits locaux sourcés de façon responsable, qui ont été bien faits et bien servis par une équipe qui est respectée. Pour moi, c'est ça le futur et c'est ça l'essence de la restauration. Manger dans un endroit où je sais que l'assiette est faite de produits locaux, responsables et faits par une équipe qui l'a fait dans des bonnes conditions. Et alors à cette époque-là, chez Biondi, c'est que de la viande que tu fais à la braise ou tu commences à cuisiner d'autres types de, je sais pas moi, des légumes On avait de tout. En fait, sur l'organisation de la cuisine, c'était un restaurant qui faisait évidemment cette viande de spécialité. Mais Fernando, ayant été formé en France, il avait aussi du foie gras, des langoustines, des champignons, des cèpes, etc., etc. Donc même si l'élément clé du restaurant, c'était la viande, on avait toujours des plats d'inspiration française qui marchaient très bien. On avait aussi la partie dessert et en tant que chef, moi j'étais responsable de tout. Donc moi j'étais toujours au PAS qui était juste à côté de la Bresse parce que c'est le poste le plus difficile et qui était quand même, on va dire, le nerf de la guerre. C'est ce qu'on demandait le plus. Donc on ne pouvait pas laisser quelqu'un d'autre que moi ou mon second prendre le poste de viande. Mais j'étais aussi responsable pour le reste des postes, pour le reste de la carte. Donc ça m'a permis de voir beaucoup de techniques, de beaucoup apprendre. Surtout sur la façon de travailler qu'on avait pour pouvoir sortir sans découvert un soir. Où les clients payaient quand même. Dans 20 mètres carrés. Oui, c'était ça. Oui. C'est ça. C'est ça. Wow. Donc c'était costaud. Avec aussi une recherche de produits de qualité, chez oui. Biondi. Oui. Marque de fabrique. Il y avait une partie de la viande qui venait importer, qui avait déjà été négociée par le chef, surtout sur les viandes d'Argentine particulières, parce que c'était évidemment l'argument de vente. Même le charbon de bois, on l'importait aussi. On recevait 400 kg toutes les semaines, donc c'était un peu costaud. Mais pour tout ce qui était français, on travaillait directement avec, j'ai déjà oublié son nom, Michel Brunon, je crois qu'il s'appelait, qui était un boucher que connaissait le patron de longue date et qui était situé au marché d'Aligre. Okay. Et c'était lui qui nous trouvait les pintades, les canards, les foie gras, etc., qui étaient toujours français, de très bonne qualité. Et c'est là aussi que j'ai commencé à apprendre, de façon assez ironique, l'importance du produit local, alors que la plupart des choses qu'on commandait venaient de l'Argentine. Mais moi, ce qui m'a le plus interpellé, c'était la relation avec Michel, qui venait du coup 2 fois par semaine au restaurant, qui arrivait avec ses canards et qui nous parlait. Il n'était pas loin de la retraite à l'époque. Mais c'était un super boucher qui nous trouvait toujours des produits, qui m'appelait « Écoute, j'ai ça qui est arrivé, là c'est la période de chasse, j'ai du sanglier, ce que t'en veux ?» Et c'était la première fois que moi, j'avais, on va dire, accès aux commandes, accès aux produits, accès aux fournisseurs. Et ça a commencé à me donner cette notion du produit, de la qualité et du fait en France. Ouais. C'est aussi une étape importante dans ta progression de chef, d'avoir cette... C'est fondamental. Ouais, c'est ça. C'est fondamental parce qu'au début, moi j'ai été formé dans une école de cuisine qui évidemment suit les tendances culinaires. Et dès le moment où moi j'ai terminé à Ferrandi, toute cette notion de locavorisme, du fait en France, de responsabilité écologique a commencé à circuler, on va dire. Mais ce n'était pas encore très développé. Il y avait toujours cette démarche, on travaillait avec l'Yusu, les produits venaient d'ailleurs parce que c'est incroyable, c'est sympa. On veut toujours se donner cette image de chef international qui connaît des techniques du Japon, etc., etc., etc. Je pense qu'on a tous fait ça. Je pense qu'on a tous eu envie d'intégrer des choses de la cuisine, on va dire internationale, dans nos cartes. Mais à cette époque-là, j'ai commencé à voir déjà, d'une façon assez superficielle de toute façon, qu'il y avait une importance sur le produit local, qu'il y avait une importance de travailler avec des artisans qui venaient d'ici, non seulement parce que des fois le prix était moindre, mais parce que le produit venait d'arriver. C'était pas la viande qui a passé, je sais pas combien de temps dans un container qui venait d'Argentine. C'est sûr que c'était un contraste. Et ça, tu as toujours cherché à l'appliquer où que tu ailles après. Ça a été un de tes... Après ça, peu après, en fait, il y a beaucoup de fournisseurs que moi j'ai eu au centre de Biondi que j'ai gardés et avec lesquels je suis même aujourd'hui. Je pense notamment à la Poulard de Saint-Martory que je connais ou à Wesh-Gros que je connais depuis cette époque-là, qui sont des fournisseurs qui travaillent notamment des produits français. Il y en a un qui est aussi membre comme nous du Collège culinaire de France. Et à partir du moment où j'ai quitté Biondi et jusqu'à maintenant, à chaque fois, j'ai de plus en plus cet engagement et cette volonté de travailler du produit français. Et je pense que la culmination a été ici, Vendémiaire, ou à notre carte, que ce soit salle, cuisine, cave, on a 95% de produits qui sont français. Évidemment, pour ce qui est du café, du cacao, de la vanille, on ne peut pas faire autrement. Mais pour le reste, même la sélection café, Camille, la directrice, sur les liqueurs et les alcools, on n'a que du français. Et ça, c'est quand même une fierté qu'on a.
Et est-ce que tes origines sud-américaines font que tu t'introduis un peu de nouvelles saveurs ou des saveurs de ton enfance dans les plats que tu proposes? Oui, moi j'essaie toujours de faire des petits clins d'œil et des petites touches avec des recettes non seulement sud-américaines mais aussi italiennes parce que j'adore la cuisine italienne. La seule règle que je m'impose, c'est de le faire avec du produit locavore. Okay. Et un exemple clé, on a souvent à notre carte au menu midi de la sauce chimichurri, qui est une sauce très traditionnelle sud-américaine qui vient originalement d'Argentine. Et je le fais parce que je peux le faire avec des ingrédients français. Je trouve de l'échalote ici, je trouve des herbes fraîches ici, je trouve du vinaigre de cidre ici. Donc tout ce que je peux faire avec des produits français, même si c'est des clins d'œil ou des techniques d'ailleurs, je le fais parce que ça me permet de donner un peu de peps et d'internationaliser une cuisine faite à base de produits français. Je comprends. C'est hyper intéressant. Hein, C'est un challenge qu'il faut se donner parce que c'est quand même pas normal de nos jours quand on a autant de richesses de produits, de terroirs en France, aller chercher la viande à 20 000 km. C'est un peu ridicule. C'est pas qu'elle est pas bonne. Hein. Et si j'avais un restaurant en Colombie, je travaillerais avec des produits colombiens. Je ne veux pas venir importer du foie gras. Mais on est en France, on a un super terroir, on a la chance d'être dans un pays qui a énormément d'artisans et qui a un respect qui est très profond pour le terroir. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant. Tu as raison. Et c'est vraiment, ça fait partie, on sent que ça fait vraiment partie de ton ADN. Hein. C'est hyper intéressant. Ouais, c'est un très beau pays, malgré la petite taille spatiale du pays, parce que la Colombie fait un peu plus de 2 fois la taille de la France. De voir à quel point vous êtes richissime en sol, c'est incroyable. Oui, c'est vrai. Vos terroirs, vos produits, vos appellations, vos techniques, c'est une beauté. Donc c'est toujours sympa de créer des cartes où on essaie de jouer un peu avec des influences en restant une brasserie qui fait une cuisine française moderne. Voilà, ça c'est là on en vient à là où nous sommes actuellement. Donc tu définis ce lieu quand même comme une brasserie. Oui, c'est l'idée qu'on avait. Oui. Moi, j'ai eu la chance entre mon départ de Biondy et l'arrivée à Vendémiaire de faire d'autres hôtels, des très gros porteurs, des endroits plus ou moins prestigieux. Ça m'a permis de développer, on va dire, ma personnalité culinaire, de faire des CC qui ont plus ou moins marché sur des formats de menus, dégustation à la carte, etc., qui m'ont plu, c'était intéressant, mais ça m'a aussi permis de mûrir dans la réflexion de ce que moi je cherche dans un restaurant. Et au moment où j'ai rencontré Vendémiaire Nad-Mitterrand, qui est donc le propriétaire du restaurant, et Camille Maté, qui est mon binôme, la directrice, la discussion qui s'est posée, c'est qu'est-ce qu'on veut nous en tant que restaurant, c'est quoi un bon restaurant pour nous? Et face à un secteur dans lequel commence à un peu trop se développer cette notion de restaurant festif, où on perd un peu l'essence de ce que c'est un restaurant, c'est le genre de restaurant que moi personnellement je n'apprécie pas, parce que quand je veux aller faire la fête, je veux faire la fête et je danse. Mais dans un restaurant, ce que je veux, c'est la table. Et on revient toujours à la même chose. C'est des bons mets, des bons vins, servis par une équipe professionnelle et accueillante. C'est tout ce que je veux. Moi, la musique, le DJ, les serveuses, le mini-jupe sur la table, je m'en fous. C'est pas ce que je cherche. Moi, ce que je cherche, c'est un endroit qui va mettre en avant le plaisir et l'art de la table. Et ça, c'est un discours qu'on partageait avec Vendémiaire et avec Camille. Donc, on savait que Camille a toute la maîtrise en termes de vin, de spiritueux, de cave, de service, parce que c'est une ancienne de chez Lignac qui a un très beau parcours. Moi, je pense avoir une certaine maîtrise sur la cuisine française que j'adore. Et du coup, on s'est dit qu'on allait créer un endroit qui soit bien fait, qui soit convivial, où on essaie de donner des lettres de noblesse à des produits qui, des fois, sont vus comme trop simples. Du fait aussi que Vendémiaire a cette volonté, entre guillemets, de démocratiser et de ne pas faire un énième restaurant dans le 7e qui est très cher. C'est pas ce qu'on voulait. On arrive, nous, à avoir un positionnement dans lequel, pour un restaurant qui est dans la sélection de guide Michelin, on a des prix qui sont plutôt très corrects. Donc c'est un juste milieu qu'on trouve entre bénéfices, entre évidemment jongler avec des produits qui sont plus chers parce que c'est des produits très qualitatifs. La plupart de nos fournisseurs sont membres du Collège culinaire de France, donc ça a évidemment un coût. Mais le tout en proposant une cuisine à un juste prix, qui soit bonne, faite maison, à partir de produits frais de saison français. C'était ça le challenge qu'on voulait. C'était ça. Mais il y a votre, on va dire, il y a votre ADN à tous les trois en fait dans le lieu où toi l'assiette, pas de compromis en tout cas, c'est vachement intéressant. Et du coup, ça veut dire que tu as pu toi, si on parle pas technique, mais je veux dire en cuisine, avoir les éléments que tu souhaitais. Tu parlais du Kamado, donc tu as pu comme ça avoir, on va dire, un cahier des charges en disant moi je voudrais faire ce type de cuisine de cette manière-là. Ça a été un dialogue parce que Vendémiaire n'est pas issu de la restauration. C'est un ancien promoteur immobilier qui a toujours été passionné de restauration.
C'est quelqu'un qui a eu la chance aussi de vivre un peu dans d'autres pays, de voyager, qui a un palais plutôt développé, qui aime beaucoup le bien manger, le bien boire. Ce qui est aussi également le cas de Camille qui, elle, pour le coup, a fait vraiment le métier. D'accord. Donc, lorsque Vendémiaire a pris cette décision de vouloir ouvrir un restaurant, il a eu l'intelligence de s'entourer de professionnels, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de personnes qui se disent « Ah tiens, c'est une super idée, viens, je vois un restaurant alors que je ne m'y connais rien ». Et c'est pour ça qu'on voit autant de fermetures à Paris tous les mois. Parce que ce n'est pas un métier qu'on peut improviser, c'est un métier qui a énormément de variables, au-delà de la cuisine et de la salle, que ce soit en service, en gestion, en chiffre d'affaires, en comptabilité, c'est une tannée. Hein. Donc Vendémiaire, il sait quels sont ses points forts et ses points faibles. Et évidemment, la cuisine professionnelle en est un. Donc on a été mis en relation via une chasseuse de talent qu'on connaît, qu'on a, on va dire, en commun. C'est une chasseuse que moi je connais depuis des années, qui sait que moi, j'ai une règle de base, c'est que je ne bosse pas avec des personnes qui ne sont pas restaurateurs. Parce que j'ai déjà eu l'expérience et c'est souvent problématique. Parce que c'est des personnes qui ne comprennent pas pourquoi on fait les choses d'une certaine façon, pourquoi est-ce que des fois il faut privilégier l'humain et pas la marge, pourquoi est-ce que ce métier a besoin d'un renouvellement humain, surtout après le Covid, qui nous a mis en avant la perte de 200 000 salariés qui ont changé de métier pour chercher des meilleures conditions. Mais cette chasseuse m'a insisté de rencontrer Vendémiaire. Donc on s'est rencontrés, on a eu un déclic. On a rapidement vu qu'on avait la même vision de restaurant tous les trois et que Vendémiaire était ouvert à toutes les propositions. Moi, à l'époque, je faisais du consulting et je n'étais pas certain de vouloir prendre un poste en CDI. Et donc j'ai donné mes conditions. J'ai dit, moi, je veux travailler de cette façon-là. Il me faut tant en matériel, tant en personnel. Moi, j'ai envie d'avoir une équipe qui est respectée, qui est bien payée, qui a des sources supplémentaires reconnues. Donc évidemment, pas en le faisant au détriment de la santé financière du restaurant, mais en essayant de trouver un juste milieu, une équipe qui se sent, on va dire, respectée. Et Vendémiaire, il a dit oui à tout. Donc évidemment, ça a passé par des prévisionnels, du travail, de la recherche, de trouver des terrains d'entente. Mais ça nous a permis de créer une cuisine dans laquelle c'est moi qui ai dessiné la cuisine, c'est moi qui ai choisi les fournisseurs que je connais. Vendémiaire m'a imposé aucun fournisseur d'ailleurs, donc ça c'était plutôt sympa. Et du coup, j'ai pu avoir la liberté de proposer la cuisine qui me plaît. Après, évidemment, ça a été toujours un dialogue avec Vendémiaire et Camille. Camille a une maîtrise que moi, je n'ai pas en ce qui concerne la salle et les clients. Donc, évidemment, son avis est toujours précieux, pareil que celui de Vendémiaire. Mais j'ai quand même eu la chance, à ce moment de ma carrière, qui est énorme, de pouvoir faire la cuisine qui me plaît, avec le matériel qui me plaît, l'équipe qui me plaît, et le tout en leur donnant des bonnes conditions que moi, souvent, je n'ai pas eu. Donc ça, c'est un atout énorme. Mais tu parlais de ça, encore une fois, j'insiste, mais le bar, etc., c'est vraiment très joli hein, aussi. C'est très beau. C'est très beau. On vous montrera tout à l'heure avec Joe, on ira faire quelques plans. Et si tu peux nous emmener dans la cuisine, je ne sais pas si c'est possible, juste Absolument. pour que tu nous montres ton lieu, ce sera génial. Mais j'ai envie de dire que tu fais presque une cuisine engagée, quoi. Enfin, j'essaie de faire une cuisine engagée. Aussi bien pour tes collaborateurs que pour le contenu de l'assiette. Enfin, t'es un chef militant, quoi. Mais il le faut. Et ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, c'est qu'être chef de cuisine, c'est pas seulement avoir un compte Instagram et chercher la célébrité. Être un chef de cuisine, c'est aussi travailler avant tout dans l'humain. Et il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à négliger l'humain dans la restauration. Et c'est ce qui nous emmène à l'état où on est actuellement, où on a tous les 15 jours des scandales qui sortent par des chefs violents, agressifs, misogynes, discriminants, etc., etc. Et ce qui est triste parce que ça nous a amené à la perte d'énormément de salariés qui ont quitté le métier. Donc pour moi, cet engagement, que ce soit dans l'assiette avec du produit locavore, qui est un engagement moral, mais aussi culturel, parce que la France est un pays magnifique qui a énormément à offrir, c'est un engagement qui vient se complémenter avec l'engagement humain, parce que la cuisine du futur ne peut pas être une cuisine dans laquelle on continue de traiter le personnel comme on l'a fait auparavant. Ça ne marchera tout simplement pas. On a déjà une difficulté énorme à trouver du personnel, et si on continue comme ça, on le voit déjà en ce moment, dans les écoles, on a beaucoup moins d'apprentis qu'avant. On va droit dans le mur. C'est exactement ça. Ouais, je comprends. C'est hyper intéressant. Et moi, ce que je trouve vachement bien, quand tu parles de produits locaux, etc., c'est quelque part un Colombien comme toi qui est pratiquement le plus fervent, militant du produit français et de la cuisine française. C'est peut-être parce que tu as eu la chance de voyager en Amérique du Sud et peut-être à travers le monde que tu te rends compte en fait de la chance que tu as de pouvoir en France cuisiner avec des produits comme ça, des personnes aussi comme ça qui font, parce que j'imagine que la personne qui te fait une volaille, etc., elle aime aussi cette volaille. C'est ce qu'on essaie de transmettre, c'est l'amour pour le... Il y a des métiers qui sont beaucoup plus simples et beaucoup plus confortables. Si on choisit la cuisine, il y a aussi une question de passion, une question d'amour pour le produit. Donc c'est ce que moi j'essaie de toujours
faire ressentir dans mes cartes, et ce que j'essaie aussi de transmettre à mes équipes, c'est la chance de recevoir des magnifiques fleurs de courgettes quand on est en saison, de comprendre que c'est un produit onéreux, qu'on doit le respecter, qu'on doit traiter bien la nourriture. Je l'ai vu sur son Insta aujourd'hui, hein. Ouais. La fleur de courgette, là que tu fais un peu farcir, c'est ça? Tout à fait. Et tu l'as fait frire On l'a fait en tempura. Un petit croustillant, c'est très bon. Avec la petite sauce là que tu rajoutes au-dessus là. C'est une petite mayonnaise au macro brûlé. Oh là là. L'idée était de reprendre un peu l'esprit du vitello tonato, qui est donc fait avec cette mayonnaise à base de thon. Mais vu que le thon n'est pas français, nous on fait une mayonnaise à base de macro brûlé. Okay. Et le goût il est magnifique et ça vient très bien se complémenter avec la fleur de courgette. C'est génial. C'était très joli en tout cas sur ton. Je leur dirai, mais je leur dis tout de suite, je mettrai en descriptif l'Insta du chef parce qu'il faut que vous alliez voir. C'est très simple, mais il y a pas mal il y a très belles vidéos, très choses que tu présentes là. C'est important de mettre en avant les produits. La belle cuisine qu'on fait, c'est non seulement les produits, mais aussi la beauté du geste. Oui. Donc c'est la beauté de la technique, des cuisiniers, des hommes et des femmes qui sont en cuisine avec moi, qui jour le jour travaillent manuellement et de façon artisanale pour faire du bon produit. Ouais. Mais tu parlais de bistrot, c'est très joliment fait hein, ce que tu fais pour un bistrot. Mais c'est exactement ça qu'on veut le faire. C'est pas parce qu'on est une brasserie qu'on doit simplement balancer la purée sur l'assiette et dresser. On peut faire joliment, évidemment dans une limite qui est imposée par le temps et la cadence, parce qu'on ne peut pas non plus, on n'a pas le temps, mais on peut faire du simple qui soit beau et qui soit moderne et qui redonne un peu de lettre de noblesse à cette belle cuisine traditionnelle française. Mais faire simple, comme tu dis, c'est pratiquement ce qu'il y a de plus dur à faire, hein, parce que tu peux rien maquiller. Hein. Le produit simple, c'est si compliqué. Déjà on a un bon produit, qu'on le respecte et qu'on a un minimum de maîtrise sur le geste, sur le temps et sur le feu, qui est une citation de Thierry Marx, on a déjà la possibilité de faire une belle assiette. Si on a déjà ça, un bon produit qui a été bien cuisiné, on a déjà une très bonne partie de l'assiette qui est réussie. Ouais. Ça me fait penser à une asperge que je goûte chez Christian Etchebest et je lui fais waouh, elle est dingue ton asperge. Et puis il me dit c'est pas moi, c'est l'asperge. Je dis dis un peu pour quelque chose quand même. C'est pas mais si le produit est de mauvaise qualité, on peut faire ce qu'on veut. Tu ne pourras pas. Exactement. Non, mais je comprends parfaitement. Et tu as un plat, toi, signature, qui t'a suivi ou un truc où tu te dis ça, j'aime bien le refaire de temps en temps en fonction de la saison, du produit, un truc qui te tient particulièrement à cœur ou pas forcément? Oui, il y a différents plats que j'ai souvent travaillé, que j'ai souvent voulu avoir à ma carte parce qu'ils sont très sympas. Peut-être la fleur de courgette en tempura, mais je pense que le plat que j'ai le plus reproduit à ma carte au sein des différents établissements où j'ai travaillé en tant que chef, c'est certainement la déclinaison de champignons. Moi qui suis un grand viandard, j'ai un très grand amour pour les champignons et j'ai découvert que c'est un produit qui a une versatilité qui est énorme. Et à ma carte d'automne, j'ai toujours eu cette déclinaison de champignons, non seulement parce que c'est des ravioles, donc moi je cherche toujours à avoir de la pâte fraîche, de la pasta fresca dans ma carte, parce que c'est très sympa de faire des pâtes fraîches d'un côté, c'est ce côté un peu ludique et artisanal, mais en plus c'est bon et ça permet d'avoir un plat végétarien qui montre le travail et la polyvalence d'un produit. Et ça, pour le coup, c'est un plat que j'ai travaillé, que j'ai toujours eu à ma carte. Évidemment, on le modifie peu à peu, il évolue. Mais c'est un plat qui a toujours fait un carton. C'est génial de voir entre guillemets un viandard comme toi qui s'éclate avec du végétal. Il faut avoir... moi, j'ai été marié pendant 5 ans à une végétarienne, donc je comprends l'importance du produit. Et là encore, en France, on a la chance d'avoir des fruits et des légumes qui sont magnifiques. Donc, quand on les utilise. Et alors, ça tombe bien que tu me parles un peu de chez toi. Tu cuisines chez toi? C'est toi qui cuisines à la maison? Ou pas forcément? À l'époque où j'étais chef et que j'étais tout le temps en cuisine, je cuisinais beaucoup moins parce que j'étais crevé quand je rentrais à la maison. Mais maintenant, on a eu un poste de chef exécutif où je fais une partie cuisine, une partie administrative, évidemment, parce que le restaurant, c'est énormément de choses à gérer et que j'ai la chance d'avoir une équipe solide et un super sous-chef qui tient la baraque. Ça me permet de passer un peu moins de temps en cuisine pour m'occuper du reste. Et du coup, vu que ça me manque, je cuisine plus à la maison. Et si on parle du reste, parce que c'est vrai que c'est hyper important ça, le côté administratif, etc. Ça, tu l'as aussi appris sur le tard ou le BTS t'a justement aidé à avoir ces bases-là quand même? Non, le BTS m'a donné une compréhension basique sur de la comptabilité, comprendre la rentabilité, le ratio d'un produit, etc. Mais c'est des choses que j'ai appris sur le tas, notamment en termes de management, que personne ne m'a appris et qui devraient être apprises aux apprentis. Parce que quand on veut passer chef, c'est très bien de savoir cuisiner, mais si on ne sait pas
un minimum d'administration, que ce soit pour faire des vrais ratios, une vraie comptabilité, avoir un suivi des fournisseurs, des paiements, des heures supplémentaires des salariés, des congés payés, de l'état de nettoyage de l'extraction qui doit être fait 2 fois par an, du suivi d'hygiène. Et tout ce qu'implique le suivi d'hygiène, parce que dans un restaurant, c'est énormissime. Nous, on a une application qui nous aide à le faire. Mais dans un restaurant, tous les jours, il faut contrôler la réception des marchandises, la traçabilité, le changement de l'huile, les températures de tous les frigos 2 fois par jour, le nettoyage 2 fois par jour. Donc, c'est énormément de travail qui, on le voit certainement de façon superficielle à l'école, mais ce serait bien de pouvoir le faire de façon approfondie parce que beaucoup de fois, on se sent dépourvu face à la charge et à la complexité de certaines tâches administratives. Et j'imagine que tu ne pourrais pas faire les deux. Non. Tu ne pourrais pas être à tous les services midi et soir, les jours d'ouverture, et faire ça en plus. C'est impossible. Je pourrais si on avait une structure comme j'ai travaillé auparavant, où c'était peut-être un hôtel où on a un département RH, un département comptable qui sont chargés, mais vu que ce n'est pas le cas pour une établissement comme une autre, je ne pourrais pas. Ou je pourrais le faire et laisser de côté la facturation, mais bon. Oui, c'est ça. Tu ne peux pas, bien sûr. Ouais, donc, d'où l'importance pour toi d'être épaulé par une équipe qui soit à la hauteur, que tu as pu former avec des collaborateurs, j'imagine que en qui tu as entière confiance, il y a un échange permanent avec eux, quoi. J'imagine que c'est là. J'essaie de passer le plus de temps possible avec eux, j'essaie d'avoir une proximité en même temps une distance, parce que ce n'est pas mes amis, c'est mes salariés, je les apprécie, je les respecte, et j'ai besoin de leur donner on va dire des conditions de travail et une ambiance saine, de façon à pouvoir aussi être exigeant. Pour moi, la seule façon d'être exigeant, c'est d'être bienveillant. L'exigence avec bienveillance permet d'avoir une équipe qui est soudée et qui sait que dans un métier où malheureusement il y a beaucoup d'abus, ici ils sont à un endroit où ils seront toujours respectés, où ils vont apprendre, où ils vont être rémunérés au juste titre en fonction du travail qui a été fait. Moi, quand je travaillais 70 heures et que j'étais payé pour 35, c'est quand même une pilule qui est dure à avaler. Oui, bien sûr. Donc ici, on ne fait pas ça. Donc on ne peut pas toujours payer les heures supplémentaires, mais on les reconnaît toujours. C'est pour ça qu'il y a une pointeuse qu'on paye tous les mois pour avoir un vrai registre et que les salariés sachent eux aussi que c'est comptabilisé, c'est pas du temps perdu. Donc c'est sûr que le fait de donner ces conditions à la brigade en salle ou en cuisine permet d'avoir une équipe qui est soudée, qui comprend qu'on a quand même un bel outil de travail et des bonnes conditions. Ouais, c'est hyper important, c'est bien. Et je suis sûr que ça doit se ressentir dans ton assiette et tes clients doivent se dire tiens, il y a une ambiance qui est belle aussi en salle, tout ça, c'est sûr que ça transparaît. C'est important de donner cette ambiance parce que on le sent même quand on est restaurateur dans un restaurant où on sent que l'équipe elle est éclatée, c'est pas toujours très rassurant. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça fait évidemment partie de l'ambiance. Nous, on a la chance d'avoir une équipe dans laquelle, que ce soit en salle, en cuisine ou entre les deux équipes, ça se passe plutôt très bien. Ils sont une bonne entente, ce qui est aussi rare parce qu'il y a toujours traditionnellement cette guerre entre salle et cuisine. Nous, on l'a pas. Ça, c'est un truc sur lequel on a toujours été assez catégorique avec Camille. On veut une bonne entente entre les deux équipes et ça se passe très bien. Ils mangent tous les jours 2 fois par jour à table et on n'a pas de problème sur ça. Mais ça vient là encore de créer une ambiance et un environnement sain de travail où les personnes savent qu'en échange d'assiduité, ponctualité, un bon travail, ils vont avoir des bonnes conditions pour apprendre et développer un métier. Mais c'est vrai qu'en tant que consommateur, tu le ressens ça, tu vois, dans la salle. Tu vois, tu vois les petits... Alors peut-être parce que j'y prête plus attention, mais je trouve que tu le ressens. Tu vois qu'il y a des petites choses comme ça, et s'ils ne sont pas... alors qu'avoir... une super ambiance, si en plus dans l'assiette c'est très bon, c'est parfait. Si dans l'assiette c'est bon et qu'autour il n'y a pas une ambiance qui soit top, ça se ressent aussi, quoi. C'est important, ça vient. En ce moment, on commence, même si c'est un peu trop long, à avoir une prise de conscience sur la réalité du métier, sur toutes les violences qui sont dans ce métier, qui malheureusement sont beaucoup trop nombreuses encore. Et sans, on va dire, l'intervention du consommateur, on n'aurait pu rien faire. Et c'est vraiment grâce au fait que les consommateurs, de par la médiatisation de la restauration, du chef, de la cuisine, ils ont commencé à s'intéresser et que des consommateurs ont commencé à boycotter des chefs où ça avait été prouvé qu'il y avait des violences, etc., que ça leur a mis, on va dire, ça leur a permis de comprendre qu'un changement est nécessaire. Ouais. Donc, on a certainement besoin que les consommateurs soient prêts à ne pas aller continuer d'aider un chef ou consommer un chef qui maltraite, qui violente ou qui abuse de ses équipes.
c'est ça qui va nous permettre, nous, en tant que restaurateurs, de pousser cette nouvelle génération vers un métier qui va pouvoir survivre et continuer. Oui, bien sûr. Et puis j'imagine que toi, tes équipes, démarrer dans un cadre comme le tien, ça doit être aussi hyper réconfortant, tu vois, se dire, voilà, c'est... Ouais. Comme toi, tu l'as pu vivre. C'est toujours un choc parce que moi, j'ai déjà eu des personnes qui venaient de cet établissement où ils s'étaient vachement maltraités. Donc, c'est la personne, elle fait tomber un poisson, elle dit, moi, je suis désolé, excuse-moi. Pourquoi? Je fais tomber un poisson. Je dis, ok, nettoie-le et continue. Je sais pas, on ne va pas faire une histoire sur un poisson. Ça arrive, fais attention et on continue. Et on les voit figés parce qu'ils sont habitués que pour la moindre faute, on les insulte ou on est physique avec eux ou on les humilie. Et moi, c'est un truc que je n'ai jamais compris, auquel je ne vois pas la pertinence. Et quand on a récupéré des personnes qui avaient vécu ce genre d'ambiance en cuisine, c'est toujours un petit temps de transition pour s'habituer à travailler dans une ambiance où on peut faire un travail sans que ce soit la fin du monde si on commet une erreur. Hyper intéressant. Alors, on va peut-être terminer par... j'ai quelques petites questions à te poser, tu vas voir, c'est assez rigolo. Et tu es prêt? Les questions que je pose à tout le monde, on arrive en fin d'émission. Si tu devais cuisiner pour une personne vivante ou morte, ce serait qui et tu cuisinerais quoi? Alors, on a commémoré il y a 2 ou 3 jours la mort de Anthony Bourdain, qui était l'une des premières figures culinaires qui m'a parlé. C'était un Nord-Américain, chef cuisinier qui était d'ascendance française, qui a été la première personne à écrire sur les conditions salariales en restauration. Il a publié il y a une quarantaine d'années un bouquin qui s'appelle Kitchen Confidential, qui a été le premier best-seller lié à la cuisine dans le monde et qui a mis vraiment en lumière tout ce qui se passe dans les coulisses de la restauration. Et ensuite, il a été très célèbre parce qu'il a eu, avec CNN et Travel and Living, un documentaire où il voyageait partout dans le monde en train de manger. Donc, c'est la première personne qui m'a donné envie de manger et de voyager parce que je le voyais partout dans le monde aller goûter et ce n'était pas les restaurants étoilés qu'il faisait. Ici, quand il est venu en France, il est allé à l'avant-comptoir, il était au comptoir, il mangeait des tapas, il goûtait du pâté en croûte, le shot de sang, etc. Donc des choses qui sont très, on va dire, canailles et issues du produit de base. C'est un chef pour lequel j'ai eu énormément de respect, c'est un chef qui a fait partie d'une ancienne génération et qui a su se remettre en question et comprendre tout ce qui était mal avec cette violence dont il parlait et qui malheureusement s'est suicidé il y a 4 ou 5 ans, mais qui a marqué énormément d'esprit de par son ouverture justement d'esprit, de par les voyages qu'il a fait, de par la façon dont il a voulu valoriser le personnel de cuisine, parce que personne ne le faisait. Pas trop aujourd'hui, encore moins à l'époque. Et pour lui, je cuisinerais sans aucun doute. Et qu'est-ce que je lui ferais? Je lui ferais certainement du cochon, parce que c'est quelqu'un qui adorait le cochon et qui, pour X ou Y motif, à chaque fois se retrouvait dans un pays différent à manger du pain et du cochon. Parce que c'est un mélange qui marche dans énormément de cultures et qui a toujours une présentation différente. Que ce soit un hot-dog, que ce soit une empanada, que ce soit une bifana en Portugal, ça revient beaucoup de fois, souvent, la cuisine simple et paysanne, à du cochon et du pain. Ouais. Donc je lui ferai certainement une échine de cochon, peut-être avec une sauce mille moutarde et un petit croustillant, pour rester dans cette démarche des produits qu'il aimait bien, qui sont simples et efficaces. Bravo, 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 bravo. Alors là, on monte en intensité au niveau des questions, parce que si tu nous donnais une recette en 1 minute chrono, qu'est-ce que tu nous ferais comme recette là? Que les auditeurs ou les téléspectateurs pourraient refaire. Alors, tu ferais quoi? Alors, je ferais un filet de maquereau. Donc, tout simple et efficace, un filet de maquereau qu'on va mariner avec de l'huile d'olive, de l'ail, du sel, du poivre, un peu de thym. On va le mariner une vingtaine de minutes et ensuite, on va juste le brûler avec le chalumeau côté peau pour garder l'essence du produit. Et ce filet juste mariné et juste brûlé sur le côté peau, on va le servir avec une pastèque qu'on va couper en cubes et qu'on va aussi venir brûler au chalumeau pour ressortir ce goût, on va dire, fumé. Et on va, si on peut prendre un produit de chez moi, pourquoi pas, de l'avocat qu'on va simplement mixer avec du citron pour faire de petits points. Donc ça nous permet d'avoir notre joli filet de maquereau, des petits cubes de pastèque qui vont donner un peu de douceur et qui vont nettoyer le palais, et des petits points de crème d'avocat. Bravo, j'ai hyper envie de goûter ça, dis donc. Waouh. C'était moi qui minute. Hein. Ouais, c'est parfait, génial, génial, génial. Qu'est-ce que tu voudrais que tes clients retiennent de leur expérience ici? Ce que je voudrais qu'ils retiennent, c'est que pour nous, ce qui compte dans un restaurant, comme je l'ai déjà dit, c'est des produits locaux sourcés de façon responsable, qui ont été bien faits et bien servis par une équipe qui est respectée.
Pour moi, c'est ça le futur et c'est ça l'essence de la restauration. Manger dans un endroit où je sais que l'assiette est faite de produits locaux, responsables et fait par une équipe qui l'a fait dans des bonnes conditions. Alors, si tu devais ouvrir un restaurant dans un autre pays du monde, ce serait où et tu ferais quoi? Tiens. Je pense que je n'ouvrirai pas un restaurant tout court. C'est pour ça que je ne suis pas patron du restaurant, mais chef exécutif. Parce que c'est énormément de variables, un restaurant. Mais si je me lançais dans cette aventure d'ouvrir un restaurant, je pense que je le ferais certainement en Suisse. Tout simplement parce que c'est aussi un pays qui est très beau. C'est un pays duquel est issue ma famille maternelle et dont j'ai le passeport et la nationalité, qui a un amour très profond pour la nature. Les Suisses étant un petit pays, surtout un pays qui est très vert, sont des personnes qui passent beaucoup de leur temps libre à la montagne ou au lac, ou en tout cas qui ont une relation qui est très marquée avec la nature. C'est quelque chose qui me plaît et qu'on n'a pas forcément quand on habite à Paris. Oui. Donc si un jour j'aurais cette volonté d'ouvrir un restaurant, je le ferais certainement dans les berges d'un lac en Suisse, où je sais que non seulement les conditions de vie sont favorables pour moi et pour mes équipes, mais qu'en plus le pouvoir d'achat de la clientèle permet aussi de subventionner le tout, on va dire. Je comprends. Est-ce que tu as un plaisir coupable en matière de nourriture? Le poulet frit. Fried chicken. Le poulet frit, comme ça? Le poulet frit. Ok, génial. En général, plus il vient d'un endroit un peu bizarre, mieux il est. C'est quoi un endroit bizarre? C'est ce genre d'endroits qui ont des noms qui ne veulent rien dire, chicken spicy, good chicken, des noms comme ça un peu bébêtes, où on sait que le prix il est mystérieux parce que c'est pas très cher pour ce que c'est, mais c'est un plat simple et efficace, c'est du poulet qui a été frit, qui est gras, qui est piquant. Je sais pas, c'est un souvenir de l'époque où j'étais apprenti et que je pouvais payer ce genre de mets, et ça garde toujours un petit plaisir coupable à consommer cela avec une bonne bière. Génial. Et alors, on termine avec la dernière question. Ta Madeleine de Proust, c'est quoi ce plat qui te ramènerait en enfance? Ou à chaque fois que tu le goûtes, tu retournes en Colombie? Il n'y a pas un seul plat en tant que tel, je pense. Mais un souvenir d'enfance, pour moi, très important. C'est pas surtout ma mère qui cuisinait. Ma mère, elle travaillait, donc elle ne cuisinait pas souvent. C'était pas du tout son truc à elle. Mais ma tante, elle cuisinait beaucoup. Et elle faisait souvent un plat qu'on appelle un arroz con pollo, ça traduit tout simplement du riz avec du poulet. Donc c'est un plat traditionnel colombien de riz qui est sauté avec du poulet qui a été éméché, avec des petits pois, des oignons, qui est agrémenté avec des épices colombiennes, et qui a une couleur un peu jaunâtre. Donc c'est ce riz qui va prendre, on va dire, le goût prononcé du poulet qui était à l'intérieur et mélangé. C'est très simple, c'est très bon. Et c'est ce qu'on mangeait souvent quand moi j'avais des bonnes notes ou un anniversaire. Ce que je demandais, c'était ça. Et ça, c'est un vrai bon souvenir d'enfance. Et quand j'ai encore la chance de voir des fois ma tante quand je vais la voir en Suisse et qu'elle fait ce genre de plats. Tu voyages, tu retournes à ton enfance. Ouais. Génial. Ouais. Génial. Écoute, mille merci Santiago. C'était vraiment un plaisir de t'en rencontrer. On va terminer peut-être avec une visite de la cuisine, Absolument. si tu le veux bien. Absolument. Et parce que en fait, pour rien vous cacher, j'ai oublié mon appareil photo à côté. Donc, je vais le prendre parce que je terminerai par un portrait de toi qu'on fera en cuisine tranquillement. Sauf si t'es speed, on va rapidement, juste 5 minutes pour que tu nous montres tes différents outils. Ouais. Tu me parlais de ton... J'ai une question pour toi. Oui. Est-ce que dans ce genre de format, ça t'arrive de parler aussi de la militance de certaines associations, ou c'est quelque chose que tu préfères ne pas avoir dans le... Ah non, moi on peut. Okay. Parce que je pense que c'est très important dans ce métier, surtout avec toutes les nouvelles qu'on a eues récemment dans ce métier. Oui. Ce qui s'est passé dernièrement à Paris avec plusieurs chefs, où c'est assez catastrophique. Moi, je fais partie d'une association qui s'appelle Bondir, qui a été formée il y a 300 par la chef Manon Fleury, et qui aujourd'hui est formée par des hommes et des femmes issus de la restauration majoritairement, mais pas que. C'est une association avec laquelle on milite pour une évolution du métier, notamment en ce qui concerne les violences qui sont toujours un peu trop pressantes en cuisine, et sur lesquelles malheureusement on ne met pas assez de lumière. Parce que c'est un tabou, parce qu'il y a cette tradition du chef tout-puissant, parce que personne ne veut parler de ce genre de sujet fâcheux, mais ça reste une réalité. C'est une association avec laquelle on opère sur plusieurs champs. L'un des premiers champs, c'est les formations dans les écoles. Donc il y a un pôle de l'association qui se déplace partout en France et qui fait des formations dans les écoles pour les apprentis, pour leur apprendre c'est quoi une violence, comment on catégorise
au niveau légal les différents types de violences et quoi faire si ça arrive, parce que malheureusement ça arrive trop souvent. C'est des formations en école à la fin desquelles on fait toujours un moment où les apprentis vont mettre des situations personnelles ou des questions dans des papiers. Il y a des choses qu'on voit encore de nos jours qui sont terribles. Et c'est intolérable de voir aujourd'hui en 2025 les choses que certaines personnes subissent par le simple fait qu'ils sont femmes ou immigrants ou qu'ils ont une orientation sexuelle différente ou peu importe. Il y a énormément de violence et de discrimination. On opère aussi avec le pôle de management bienveillant pour essayer de créer des outils de communication parce que, comme je l'avais évoqué, ça part du constat que les managers, on a été formés à tous sauf à être manager. On a été formés à la rentabilité, à être de bons cuisiniers, à ce que ce soit créatif et beau, mais personne ne nous a appris à diriger une équipe et à savoir faire face à la pression que peut avoir un manager pour faire cela de façon bienveillante. Donc c'est important pour moi d'en parler parce que il n'y a pas encore assez de lumière et pas encore assez de discussion autour de ces violences qui sont bientôt présentes dans le métier. On terminera par ça, Santiago, l'émission. Et puis, je mettrai en commentaire, je mettrai le lien vers l'association. Hein, important, tu as raison, c'est hyper important. Donc, on terminera avec ça. Puis là, on se retrouve, si vous voulez, en cuisine pour... Allez, encore 5-10 minutes pour terminer cette petite histoire. En fait, juste avant que ce restaurant existe, ça s'appelait Chez les Songes. Okay. Et ça a opéré pendant 25 ans. Et évidemment, pendant ces 25 années, ça a pris un petit coup de vieux et c'était un peu vétuste qu'on l'a récupéré. Donc, on a tout refait. Tout a été refait, sauf le comptoir qu'on a gardé parce qu'il est magnifique. Le jeu de texture et de matière, ça a été Vendémiaire. C'est pas du tout mon domaine. Et puis, on parle aussi de l'extérieur, mais là, c'est magnifique. On a une capacité pour 60 personnes en terrasse et on a une capacité pour 90 à l'intérieur. Ouais, mais c'est très joli. Il y a beaucoup de goût. Je transmettrai au patron, il sera ravi d'entendre cela. Très je ferai aussi un petit tour de la cave qui est très belle en bas. Et même la sélection de spiritueux et de liqueurs qu'on a, elle est super développée. Et ça a été une véritable difficulté pour nous au moment de choisir ce qu'on voulait à la carte. Donc déjà pour faire le tri entre 30, descendre à 15 et après choisir uniquement 5, parce qu'évidemment on n'a pas un stockage illimité, c'était très difficile et ça a été pareil pour tous les autres alcools, sur le cognac, sur les vodkas, sur tout ce qu'on a. En ce moment il y a de plus en plus de fournisseurs français qui font des choses extrêmement qualitatives. Et réussir à réduire cela et à faire une sélection, c'est très difficile. C'est pas simple. Allez, c'est un débat. Hein. Allez, je fais ton portrait. Bah oui, c'est un débat, c'est un canon. Ah ouais, c'est vraiment une très belle salle. Et alors, ton terrain de jeu, il est où? Il est là-bas derrière? Là, on arrive dans le domaine. C'est ça le cœur de la bête. Waouh. Une fois Bonjour. Encore. Bonjour. On a notre sous-chef, M. Carlos Quiñones, c'est Cassidy Ibo qui est notre stagiaire star. Et le voilà, ton big egg là. C'est ça le bébé, Kamado. Donc là, la cuisine, quand on l'a repris, elle était dans un état évidemment très fatigué après 25 ans d'exploitation. Oui. Donc on a dû tout refaire. Donc ça a été du travail et de l'argent, évidemment. Bien sûr. Mais c'est quelque chose qui permet d'amortir et d'avoir des bons outils de travail. C'est fondamental. Et au moment de pouvoir envoyer la qualité que nous on voit à la vitesse qu'on le fait et en essayant de faire des choses plutôt jolies, oui. Il faut du matériel. Il faut des choses bien faites, il faut des choses bien pensées. Donc ça a été une cuisine qu'on a conçue avec mon second, où on a fait les dessins 1, 2, 3, 15 fois pour essayer de trouver la bonne ergonomie pour le pass, pour le chaud, pour le froid. Ça, c'est notre petit jus de viande. Combien de temps ça réduit? Là, ça va réduire, en total, ça prend 8 heures à faire, le tout. Ouais. On les réduit, après on l'écume, après il réduit, et après on le refroidit pour retirer la couche de gras. Ah oui, c'est ça, tu l'enlèves ensuite, tu as la couche au-dessus là que tu peux ça reste un jus bien à peau et qui soit surtout limpide. Ouais, génial. Là, il est chargé tous les soirs de charbon pour le rallumer. Donc, on l'utilise énormément. Ah oui. Et c'est là qu'on parfume toutes les viandes et produits qu'on a à la carte. Alors, il y a 3 secrets pour la bonne cuisson d'une viande pour moi. Il faut écouter. Le premier secret, c'est de sortir ta viande du froid au moins une dizaine de minutes avant. Pourquoi? Parce que les grains intramusculaires, s'il est froid au moment d'impacter la poêle, il y a un choc thermique, tu vas perdre en température dans la poêle et le gras il va moins fondre, donc moins nourrir la viande. Donc déjà 10 minutes avant. De 2, tu sales. Moi je suis de l'école qui sale avant la cuisson, tout simplement parce que ces sels va venir à dessécher et à faire fondre la viande et à créer une meilleure croûte. Donc ta pièce de viande, tu l'assaisonnes des 2 côtés, c'est les poivres. Et sur une poêle qui est très chaude, avec une pointe d'huile. Moi, je préfère l'huile neutre, tout simplement parce que le point de fumée est plus élevé, donc il va moins brûler. Et une fois que ton huile est fumante, là, tu poses délicatement ta côte.
tu tapotes un peu pour t'assurer d'avoir une surface de cuisson qui soit homogène pour pas avoir de petits trous. Oui. Et tu laisses 2 minutes le temps de faire une croûte. L'idée là encore, c'est pas de cuire l'aliment, juste de faire la croûte. Okay. Tu fais la croûte des deux côtés. Oui. Là, tu la retires et là, tu la cuis au charbon. Okay. Et la troisième technique, c'est qu'une fois que tu as fini la cuisson, tu la retires du feu et tu la laisses reposer au moins 5 minutes. Okay. Parce que quand tu as mis de la chaleur, les jus se sont concentrés à l'intérieur de la viande. Et si tu la coupes, tous les jus vont partir. Donc ça sera un peu sec. Alors que si tu le laisses pendant quelques minutes, la chaleur va se dissiper et le jus aussi. Okay. Et après, tu auras une viande tendre et juteuse. Quelques minutes dans un papier alu? Papier alu ou pas, moi je la laisse 5 minutes dehors. Nous, on n'a pas le temps de... Et alors, question technique, est-ce que tu peux avoir un petit temps entre le moment où tu crées la réaction de Maillard, la croûte, et le moment où tu le... Tu peux. Donc par exemple, on le fait quand on sait qu'on a des soirées qui sont très très chargées, et nous, des côtes de bœuf, on en vend à la louche. Donc quand c'est des soirs, on a 60 réservations, on fait toujours 3 ou 4 côtes de bœuf en amont. On a juste fait la croûte, et on la laisse sur la parisienne, donc sur le petit passe qu'il y a en dessous du piano. Et là, on les laisse, et quand c'est réclamé, là, on les cuit. Parce que moi, en tant que consommateur, pas consommateur, mais cuisinier amateur à la maison, moi, j'ai pas vos techniques, tu vois, d'enchaînement, etc. Oui. Et souvent, c'est une question de timing. Donc, ça part en couille. Tu peux très bien le faire avant. Voilà, ok. Donc, et la garder. Et au moment où les invités arrivent, là, tu la mets et tu la laisses cuire. Tu peux. Ok, génial. Et ben, j'essaierai ça. Tu ne peux juste pas la mettre au frigo, parce que si tu la mets au frigo, ça va ramollir. Tu la laisses. Tu la laisses dehors. Ok. Du moment que tu la laisses pas plus de 20 minutes ou 30 minutes, il n'y a pas de problème. Ok. Et ça, du coup, c'est le laboratoire de la pâtissière, de notre chef pâtissière, Asia. Et du coup, c'est son petit domaine à elle où elle exécute. Tout à l'heure, elle a travaillé 7 ans chez le nôtre. Parce que là, il n'y a rien qui dépasse. Tout est carré. Là, tu manges là-dessus sans problème. Hein, elle a travaillé pour la maison Le Nôtre, qui est évidemment une maison reconnue. Et elle a travaillé pour des chefs qui ont un très très haut niveau. Donc elle a été formée, on va dire, avec cette exigence de propreté, de travail organisé, de qualité. Tu as une brigade un peu cosmopolite qui viennent de partout ou... J'ai 2 femmes, j'ai plusieurs personnes 3 personnes avec des orientations sexuelles différentes. J'ai un Congolais, qui vient du Gabon, une Marocaine, un Péruvien, un Vénézuélien, un autre Péruvien, un Mexicain, la chef qui est franco-italienne portugaise, Cassidy qui est française, j'avais une Italienne avant qui est partie, on a une Ukrainienne, donc oui. Pour nous, à la fin, du moment qu'ils mettent l'uniforme, c'est tous la brigade. Bien sûr, évidemment. Mais oui, on a la chance d'avoir, on va dire, une variété dans cette cuisine qui, pour moi, est inhérente à la cuisine. On ne trouvera pas une cuisine, je pense, au moins dans ma carrière, je n'en ai pas vu, où il n'y a pas une mixité en France. C'est même si malheureusement, beaucoup de fois, le chef, ça reste toujours l'homme blanc hétérosexuel, etc. En cuisine, en tant que tel dans les coulisses, tu as une mixité énorme et tu as énormément d'immigrants de tous les pays du monde, de tous les âges, de toutes les religions. Donc, oui. Vous voulez voir la cave? Oui. Oh, la cave, évidemment qu'on veut voir la cave, bien sûr. Donc on a la chance d'avoir un très très bel outil. On a beaucoup de place. C'est une cave qui est d'origine, qui est là depuis plus de 80 ans. Et donc on a vraiment beaucoup de place pour pouvoir avoir des allocations qu'on peut garder, qu'on peut faire vieillir. Donc on a une sélection de vins qu'on a placés tranquillement dans un coin à reposer pour les laisser vieillir. Et ça nous permet d'avoir la chance d'avoir beaucoup de fournisseurs différents, d'avoir pas mal de références pour un jeune restaurant. Nous, on n'a qu'1 an, même pas, et on a déjà à peu près 200 références de vin. Alors, je les classe d'abord par couleur. Donc là, c'est le mur des blancs et des rosés. Là, j'ai tout le pan de mur, parce qu'en fait, là, ça continue, il y a un petit chemin, je vais vous emmener avec moi. Tout ce pan de mur-là, c'est les rouges. Et là, j'ai un petit coin champagne. Donc tout là, c'est les rouges. Là, on a un stock qu'on fait vieillir. Donc tout là, c'est des vins qu'on fait vieillir. Et on a une petite cave de vin blanc également, parce que le vin blanc, c'est les vins qui sont le moins stables. Donc on a vraiment besoin qu'ils restent à température. Ici, la température est à peu près stable, mais quand il y a des grosses chaleurs, ça monte un petit peu. Et en fait, c'est ce qui est le plus traumatisant pour le vin. C'est plus traumatisant qu'il y ait un changement de température que si c'est à 15 toute l'année. Entre guillemets, c'est pas très grave, mais c'est le fait qu'il y ait des variations de température tout au long de l'année qui abîme les vins. Et donc on garde les beaux blancs et les beaux rouges bien au frais. Et alors, la cuisine du chef, elle est dure à marier avec le vin ou tu t'éclates? Non, on s'éclate. Après, les accords, il y a les accords
classique et officiel. Et après, moi, je préfère m'adapter un peu au goût des clients, principalement. Okay. Et il y a des gens qui détestent le vin blanc. Bon, bah, on essaye de trouver des vins rouges un peu légers qui peuvent aller très bien avec un poisson ou des produits de la mer. J'ai une belle palette et une belle cave pour pouvoir faire plein de mariages différents. Donc non, on s'amuse beaucoup. Super. De quoi s'amuser. Super. Eh ben, mille merci vraiment de nous avoir accueillis. C'était vraiment génial. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Oui, likez, commentez, partagez. C'était vraiment un moment unique. Mille merci. On se retrouve nous vendredi prochain. Et puis j'ai envie de goûter ta côte de bœuf. Donc on sera là pour servir. Je vais revenir très prochainement.